pense que je pêche dans ma tête depuis toujours. Je me souviens que mon plus vieux souvenir de pêche, c'était avec mon père. J'étais tout minot et à un moment donné, j'ai eu une truite au bout de ma canne, quoi. Et là, je sais qu'à partir de là, bah, c'était parti, quoi. Après, pendant des années, j'ai plus pêché. J'ai plus sorti de canne, plus rien. Mais je crois qu'à chaque fois que je voyais une rivière, c'était... Enfin, il y avait un truc, tu vois, je savais pas trop ce que c'était, mais il y avait un truc qui se passait en moi. Et puis un jour, j'ai croisé un gars, je sais pas s'il faisait le tour du monde, mais il passait son temps à voyager, puis il avait une canne dans son sac. Et c'était juste naturel pour lui, en fait, de... Enfin voilà, c'était sa façon de respirer, quoi. Et je me suis dit, mais il suffit d'acheter une canne, tu vois, et d'y retourner. Je m'appelle Julien, je pêche depuis une dizaine d'années et je fabrique des accessoires de pêche depuis à peu près autant de temps. Kawakami, c'est juste à la fois un nom et en même temps une direction à suivre qui ouvre sur ce qui pourra se faire peut-être par la suite. Mais donc le mot Kawakami, c'est pas un point cardinal, mais Kawa ça veut dire la rivière et Kami c'est vers le haut, en amont. Je me disais de toute façon, un pêcheur lui il s'en fout un peu du nord et du sud, ce qui l'intéresse c'est le bassin versant et puis d'où ça vient, quoi. Donc on va dire que ouais, c'est cette direction-là qu'on poursuit toujours. Pour me former, de toute façon, j'ai quand même essayé de me demander qui pourrait m'apprendre des choses. Parce que c'est une chose de s'essayer un peu soi-même à la matière et à sa façon de répondre à la façon dont tu la formes. Mais quand tu finis par péter 3-4 fois ton cadre et que ça rentre toujours pas, ben tu te demandes qui peut t'apporter des connaissances ou du savoir-faire. Donc je suis allé voir des menuisiers, je suis allé voir une luthière qui est plus dans la fabrication de violons, guitares acoustiques, où finalement les techniques qui sont utilisées dans ce domaine-là peuvent s'appliquer complètement à ce que tu fais. Et par ces rencontres, en fait, tu découvres des nouvelles choses et t'enrichis aussi ton travail. C'est toujours pas facile aujourd'hui, je continue encore à faire des erreurs, peut-être parce que je m'amuse plus à faire des pièces uniques. Z, c'est un cadre et un filet. Et le cadre et le filet, ils servent à rien indépendamment l'un de l'autre, si tu veux. Il faut déjà comprendre que c'est cette sorte de symbiose qui crée l'objet, et en quoi le cadre va apporter cette structure au filet, en quoi le filet va permettre de fermer et de filtrer. Mais je pense qu'il faut déjà arriver à se remettre ça en tête pour pouvoir commencer à faire l'objet ou à faire ce pourquoi il est fait. Après, le cadre, donc comme je le disais un petit peu avant, c'est deux techniques des techniques qui s'apparentent plus à l'ébénisterie ou la menuiserie assez fine ou de petits objets. Et puis pour le cadre, pour la partie cintrée, l'arceau, c'est vraiment les luthiers qui m'ont un petit peu fait comprendre comment ça fonctionne dans le détail. Et le fait qu'on utilise des essences assez différentes, là l'intérêt il est purement esthétique, rend la chose plus compliquée puisque deux essences différentes vont pas du tout travailler dans le même sens. C'était ça qui était délicat aussi dans le process. Après, pour le filet, les techniques, c'est encore des techniques traditionnelles, mais de matelotage. Enfin, c'est ce qu'on voit encore faire un peu sur les quais quand on se balade sur les côtes françaises. T'as des gens encore qui, parfois, je sais pas si ça se voit toujours, mais moi j'ai cette image, parfois je vois des vieux marins qui reprisent leurs filets, qui sont toujours troués. Donc une fois qu'on a compris la maille
comment est fait la structure de l'ensemble du filet, parce qu'on n'est pas sur une natte en 2 dimensions, il faut quand même que ça ait une certaine forme, pas parabolique, mais 3D, quoi, que ça épouse le cadre. Ça va assez bien. C'est un peu plus monotone. Pour les petites épuisettes, qui sont celles qu'on utilise Enfin, on n'a jamais des gros poissons, donc elle se tient bien mieux en main. Il y a un côté ergonomique qui peut simplement expliquer la chose, mais j'ai l'impression en fait que, je sais pas, il y a une sorte de... Il y a un mec un jour qui est parti d'une épuisette symétrique telle qu'on les connaît, puis qui a appuyé avec son doigt là, et qui l'a à peine déformé, et qui d'un coup lui a donné une sorte d'aura, quoi. Peut-être que c'est le même gars qui a, avec son doigt, fait les taches sur les poissons qu'on pêche. Je pense qu'il y a quelque chose de similaire. En fait, pour moi, les objets, ils ont quand même une présence, une sorte d'aura qui est étouffée par l'aspect industriel et répétitif de la reproduction. Et quand on fait les choses à la main, bah, c'est justement pour que ces objets-là acquièrent une singularité qui permettent d'avoir un vrai rapport avec. Après, ça a un côté un peu romantique, un peu niais peut-être de parler des choses comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Et c'est vraiment, au contraire, c'est vraiment important de le dire. Et ça aussi, c'est une leçon du Japon. Parce que là-bas, enfin, traditionnellement dans chaque maison, il y avait une sorte de petite alcôve au sein de laquelle tu plaçais un objet. Ça pouvait être une calligraphie qu'on pourrait qualifier d'œuvre artistique, ou un bol, ou un vase, enfin un objet beaucoup plus banal. Et le fait ce geste-là, c'est justement pour témoigner de cette force, cette présence qu'il y a dans les choses comme ça. Donc en quelque sorte, je pense qu'ils le véhiculent, les Japonais. Ils vont jamais en parler comme ça, avec des concepts comme nous on a l'habitude de le faire, mais ils n'en ont pas besoin, quoi. Et je pense que nous on en a besoin, vraiment, de retrouver ça, quoi. Donc c'est un peu ce qui me motive aussi.